Bonjour, chères auditrices et auditeurs du podcast Au cœur de l'art. Ici, c'est Gwenaëlle. Je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité à laquelle vous avez désormais accès. Si vous aimez notre podcast et que vous avez envie d'entrer en contact avec nous pour nous envoyer des suggestions, des idées ou simplement faire des retours sur certains épisodes, vous pouvez le faire désormais très facilement depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify par exemple. En allant dans la description de l'épisode, vous verrez une petite ligne tout en haut qui dit «Envoyez-nous un message». Eh bien, en cliquant là-dessus, vous allez avoir la possibilité de nous envoyer un message directement et ainsi nous pourrons être en contact avec vous et vous lire rapidement et puis en savoir plus sur vos attentes, vos problèmes, les sujets que vous aimeriez voir abordés. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Et maintenant, je vous laisse découvrir le nouvel épisode. À très bientôt. Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors, aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet un petit peu particulier, c'est pourquoi les artistes ne sont pas toujours pris au sérieux. Et en fait, cette idée de sujet, elle est venue de diverses expériences que j'ai pu avoir, ou rencontrant des gens que je ne connaissais pas forcément et à qui je dis je suis artiste peintre. Je suis accueillie par une sorte de mimique ou un petit commentaire ou des yeux au ciel, l'air de dire toi ma cocotte, quand tu auras fini de faire mumuse avec tes pinceaux, on pourra discuter. Ou alors, si c'est pas ça, c'est la question tout de suite, c'est est-ce que tu en vis, est-ce que tu vis de tes peintures? Et si j'ai le malheur de répondre non, eh bien tout d'un coup, je n'existe plus et je n'ai aucun intérêt. Et c'était la même chose quand je disais que j'écrivais, par exemple. Et je pense que c'est quelque chose que tu as connu aussi. Et j'ai remarqué que dans les séries françaises, y a très peu d'art en fait sur les murs, dans les décors des séries. Et il y en a beaucoup plus dans les séries américaines, d'Europe du Nord ou bien en Angleterre. Ouais. Et ça, je pense que ça traduit aussi de manière inconsciente le rapport que les gens, la société, l'État peut avoir avec les artistes. Et donc, on avait envie de parler de ça avec Sabina aujourd'hui. Oui, vaste sujet. Et je pense à un sujet qui est particulièrement intéressant à explorer pour chacun de nous, artistes. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que à la base de cette réflexion, l'argent est une notion qui est très importante. À partir du moment où un artiste peut vivre de son art, il gagne en légitimité et le regard qu'on va poser sur lui est plutôt de dire ok, il vit de son art, donc il est suffisamment bon ou bonne pour se faire ce métier. Et on considère qu'à ce moment-là, ça devient un métier. Si c'est pas rémunéré, du coup, ce n'est pas un métier et ça tombe tout de suite dans la catégorie du hobby ou du loisir. Ouais. Voilà, donc la notion d'argent est vraiment clé. Centrale, oui. Ouais, Je pense qu'elle est vraiment centrale. Ouais. Et donc, on a fait un peu le tour de toutes les croyances ou des images un peu que les artistes peuvent traîner derrière eux comme des casseroles. Alors, les artistes, on les voit comme des gens fainéants, on les voit comme des gens bordéliques, voire qui ont une hygiène de vie douteuse. Oui. Des gens qui ont parfois même une mauvaise vie, qui ont un rapport avec l'alcool, qui ont des relations sexuelles un peu particulières, des relations amoureuses, des trios, des choses comme ça. Enfin, c'est assez fréquent Ouais. qu'il y ait cette espèce d'aura un peu de mauvaise vie autour des artistes. Oui, cette incapacité à être à l'heure à un rendez-vous, À être par conforme, exemple. en fait. Oui, et puis d'être organisé, d'être structuré dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est le cas. Mais par contre, aujourd'hui, l'artiste, s'il veut vraiment vivre de son art, il a besoin justement de développer toutes ses compétences d'organisation, de planification,
l'image de soi qui est accueillante, rassurante pour inciter les gens à venir acheter ses œuvres, en gros. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment des croyances qu'on a des artistes. C'est des images qui sont un peu des images d'Épinal, comme on dit, hein, qui traînent depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Alors on dit aussi que les artistes, ils sont pas utiles en fin de compte, hein, l'art c'est pas utile. Qu'ils devraient travailler par amour de l'art et ne pas se préoccuper d'argent. Et en même temps, comme tu le disais, quand ils gagnent de l'argent, ils deviennent plus crédibles. Mais on soupçonne quand même qu'ils ont vendu un peu leur âme au diable parce que ça devient commercial. Donc on n'est pas à l'abri non plus des contradictions. Et puis, il y a cette idée aussi que les artistes sont un peu rebelles, sont un peu asociaux, provocateurs. Enfin, tu vois, c'est un peu des ferments de révolte dans la société. Enfin, ils sont un peu dangereux quand même. Hein. Il y a tout cet imaginaire-là qui traîne un peu dans l'éther autour de nous. Absolument. Et je pense que, pour revenir sur cette question, pourquoi ils ne sont pas toujours pris au sérieux, au-delà des croyances, il faut essayer de comprendre aussi comment les artistes aussi influencent cette perception. C'est-à-dire qu'on peut croire que les artistes... si je me situe dans le public, je peux dire, oui, les artistes, c'est pas des gens très sérieux, parce que j'ai des croyances par rapport à des films que j'ai vus ou des idées que je me suis faites sur les artistes en lisant des livres ou quoi que ce soit. Mais cette croyance-là peut aussi venir du fait que j'ai rencontré quelques artistes et qu'effectivement, ils ont donné une image d'eux qui est pas très bonne. Ils sont dans une posture un peu... Ouais, ils sont dans une posture. Et je pense que donc aujourd'hui, l'artiste, c'est aussi... certains artistes sont aussi un peu responsables du fait qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Ils peuvent être des très bons créateurs, faire des œuvres magnifiques, mais à côté, justement, s'ils donnent une image d'eux, de quelqu'un qui n'est pas très soigné, qui s'exprime pas bien... qui a du mal à communiquer avec les autres, ça va jouer un peu sur la perception qu'on a de lui ou de elle, et ça va un peu se généraliser. Donc je pense que ensemble, il faut aussi qu'on veille à véhiculer toujours une image positive, et ça peut que aider aussi à élever justement l'image que les artistes donne. Oui, en tout cas, je pense qu'il faut avoir une réflexion par rapport à ça, parce que c'est vrai que les artistes, on n'a pas un mode de fonctionnement qui correspond à celui de la majeure partie des gens dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société marquée par le travail, même si certains en manquent cruellement, mais toute la vie d'adulte est orientée autour du travail tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire un job qui commence entre 7h et 9h le matin et qui se termine entre 5h et 19h le soir, et puis du lundi au vendredi, et voilà, et tous les jours on va travailler, on a une vie régulière et tout. Quand on crée, on n'est pas dans ce schéma-là. La création, elle ne peut pas venir comme ça sur rendez-vous à 7h le matin. On sait on peut aller dans son atelier, on peut avoir une régularité dans le travail, mais il y a des jours on va créer, puis il y a des jours rien ne va sortir. Et on a aussi besoin d'un temps d'inspiration, on a besoin d'un temps où justement on va laisser notre cerveau divaguer un peu pour que l'inspiration puisse venir. C'est justement dans ces creux-là. Et je pense que ça contribue à l'incompréhension aussi entre des gens qui ont un travail très, très calé et les artistes. C'est qu'on n'a pas les mêmes rythmes et on ne travaille pas de la même façon. Si tu as un rapport à rendre, tu as un rapport à rendre. Déjà, on te dit ce que tu dois faire. Donc c'est simple. Toi, tu arrives dans ton atelier, tu sais, il n'y a personne qui te dise ce que tu dois faire. Oui. Donc, le fait qu'on manque d'obligations venant de l'extérieur et le fait aussi qu'on ait justement cette liberté de faire ce qu'on veut de notre temps fait justement que la perception est qu'être artiste n'est pas un métier, un vrai métier. C'est ça, parce qu'il y en a qui vont être au café jusqu'à 11h le matin, donc ceux qui ont un job, ils vont dire, oui, ils glandent jusqu'au café, donc ils ne travaillent pas en fin de compte. Voilà. Mais peut-être que l'artiste en question, entre minuit et 3h du matin, il est dans son atelier en train de créer, mais ça on ne le voit pas, on ne le sait pas. Donc c'est vrai qu'il y a une incompréhension, je pense, qui vient du fait qu'on a des modes de vie relativement différents en fait. Et puis après, il y a aussi, selon les pays, la culture, elle n'est pas envisagée de la même façon.
les artistes ne sont pas envisagés de la même façon, et je pense que moi j'ai lu un rapport sur le site du comité pluridisciplinaire des artistes et auteurs qui disait que la France est le pays au monde quand même qui soutient le moins sa propre scène artistique en fait, et qu'elle ne favorise pas par exemple la mobilité des artistes pour pouvoir aller travailler à l'étranger ou même vendre son travail à l'étranger. Et qu'il n'y a pas non plus de soutien au niveau des petits collectionneurs. Alors on favorise les grands collectionneurs qui ont des millions et qui là vont être plus dans une forme de spéculation avec de l'art contemporain, que soutenir des petits collectionneurs, ça pourrait vouloir dire d'organiser plus d'expositions dans toute la France, tu vois, soutenir les organismes qui font ça, par exemple. Toi, tu disais, c'est au Guilvinec, je crois, voilà, il y avait une interrogation sur est-ce que ça va continuer ou pas, parce qu'on n'a pas forcément les fonds, parce que si et ça. Donc là, peut-être qu'il pourrait y avoir une forme de soutien, tu vois, pour favoriser ça. Et puis, en France, il n'y a pas beaucoup de galeries. Et elles sont très concentrées à Paris. Donc du coup, ça modèle aussi un paysage particulier. Et quand les institutions elles-mêmes sont les premières à ne pas reconnaître l'importance du travail des artistes, forcément, les gens derrière, ils vont pas faire mieux, quoi. Hein. Ça va pas déclencher quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une déconsidération généralisée des arts plastiques en France. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, dans les pays d'Europe du Nord. Donc ce rapport disait que les arts visuels étaient un peu l'impensé et l'angle mort des politiques publiques, en fait. Et donc, bon, voilà, c'est quand même... ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais. Ça veut dire quelque Mais chose. c'est vraiment surprenant, hein, parce que, ayant vécu aux États-Unis, je me dis... En fait, quand tu vis là-bas, tu te rends compte, c'est un pays qui n'a pas autant d'histoire que l'Europe, donc tu n'es pas entouré d'édifices, architecture riche et ancienne, tu n'as pas accès à tout cet art, toute cette culture qu'on retrouve en France, en Italie, enfin tous les pays européens. Et malgré ça, et puis même à l'école, j'ajouterais, j'ai fait le lycée aux États-Unis et ensuite l'université, on n'enseigne pas l'histoire de l'art. On met pas trop l'accent là-dessus. Il y a des cours d'art plastique, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui est mis trop en avant. Malgré ça, c'est plus fréquent pour un Américain moyen d'acheter des vraies œuvres, des œuvres originales et les mettre chez lui. Et c'est tout à fait normal d'aller à ces foires ou ces expos, ces salons et acheter des œuvres pour les mettre chez soi. Il ne se pose pas autant de questions. Oui. Et ici, on est entouré de choses culturelles, de belles choses. Et on baigne dans tout ça depuis la naissance. Et quand même, il y a cette distance qui se crée entre le public et l'art, il y a cette incompréhension, il y a aussi cette croyance, moi j'y connais rien, donc c'est même pas la peine que j'y aille, c'est même pas la peine que je m'y intéresse, c'est étrange. Oui, et alors moi j'ai un peu l'impression, si tu veux, qu'en France on favorise une culture morte, entre guillemets, c'est-à-dire la culture des musées, la culture des artistes qui sont morts en fin de compte. Oui. Et on favorise pas tellement la culture vivante. Alors on la favorise dans certains domaines. C'est vrai que les municipalités, tout ça, ont des maisons des jeunes et de la culture, des choses comme ça, donc des ateliers, il y a des choses comme ça. Mais ça reste un peu marginal quand même. Et à l'école, les jeunes peuvent avoir des cours d'art plastique. Je sais plus où on en est au niveau de ça. Est-ce que c'est toujours des options ? Est-ce qu'on trouve ça dans tous les collèges et les lycées ? Est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que, tu vois, je sais pas, je me suis pas renseignée là-dessus. Mais je pense aussi qu'on n'initie pas les gens à cette culture vivante dès le plus jeune âge, en fin de compte, ou alors on le fait, et puis après ça s'interrompt, et après il n'y a plus rien. De la même manière que les gens qui apprennent un instrument, par exemple, alors ils vont pouvoir aller au conservatoire jusqu'à 18 ans, jusqu'au moment du bac, et puis après ils partent faire des études et tout ça, et en général, ils arrêtent de jouer de leur instrument. Et c'est quand même très dommage. Ouais. Et donc on voit quand même qu'il y a une espèce de trou, en fait. Il y a un trou entre la culture morte et celle
qui essayent de survivre ou de vivre. Entre le fait qu'on est initié à certaines choses quand on est enfant ou jeune, et puis après adulte, il n'y a plus grand-chose non plus, tu vois. Et moi, dans le groupe des âmes créatives, là, je vois qu'il y a des femmes, elles se rendent compte, quand elles arrivent à, comme nous, 40, 45, 50 ans, qu'elles ont complètement oublié leur créativité, alors qu'elle était là quand elles étaient jeunes, et qu'elles se reconnectent à ça un peu plus tard dans la vie. Mais il y a un trou, il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que quand tu commences une carrière, que tu as des enfants et tout, mais il y a tellement plus de place que ça passe complètement à la trappe, tu n'as plus le temps d'aller voir de l'art, tu n'as plus le temps d'en faire, tu n'as plus le temps de rien, en fait. Oui, c'est-à-dire que oui, il faut du temps. Il faut du temps, que ce soit pour créer, pour aller voir, écouter de l'art. Il faut avoir du temps. Et il faut que ce soit quelque chose qui te plaise suffisamment pour dégager du temps pour le faire. Ouais. Donc après, je pense, je repensais, avant de venir aujourd'hui, je repensais à ce que la pandémie du coronavirus, comment elle a impacté notre relation à l'art de manière générale. Donc nous, les artistes, et après le public également. On sait très bien que pendant la pandémie, les musées étaient fermés, on a considéré que c'était pas essentiel. On a considéré que c'était pas essentiel, mais malgré tout ça, le fait qu'on avait beaucoup de temps à notre disposition et pas la possibilité de sortir ou faire quoi que ce soit, en fait, il y a pas mal de personnes qui se sont remises à créer, à peindre, dessiner. Oui, parce qu'il y a eu un boom des cours en ligne, des choses comme ça. Absolument. Ouais. Donc il y a eu, il y a eu un élan vers la pratique artistique, mais en même temps, tout s'est fermé. Tout s'est fermé et je me dis, les artistes qui vivaient de leur art avant la pandémie, pendant la pandémie, ils se sont retrouvés à sec. Ça se trouve, il y en a plein qui ont dû mettre la clé sous la porte et dire j'arrête, et puis après trouver un vrai boulot entre guillemets après la pandémie pour remonter la pente. Et puis j'entends souvent les gens dire depuis la pandémie ça n'a pas repris comme avant. Voilà, les gens qui exposaient avant et qui exposent maintenant, ils me disent en fait les gens avant ils dépensaient plus facilement, maintenant ils dépensent moins. Et c'est comme si pendant la pandémie en fait il y a eu un changement de perception sur ce que sont les artistes, quel est leur rôle dans la société. Et à ce propos, j'ai lu un article qui était très intéressant. Alors, c'est très spécifique, mais c'est un peu... ça démontre bien un peu qu'est-ce qui s'est passé à cause de la pandémie. Il y a une étude qui a été menée à Singapour, donc en juin 2020, par... Straits Times, qui était une organisation qui a été mandatée par le Sunday Times. Ils ont interviewé un millier de personnes et ils leur ont demandé de classer différents métiers comme étant essentiels ou pas essentiels. Et dans les top 5 des métiers non essentiels, le premier était l'artiste. C'est vrai, hein. Oui. Et c'est vraiment incroyable de voir ça. Et donc je me suis posé la question, après avoir lu cet article, si effectivement la pandémie a changé la perception qu'on a de l'artiste. Et est-ce que ça s'est un peu ancré, cette croyance qu'en fait, c'est pas si essentiel. Regarde, dans une période difficile, ça a servi à quoi? À rien. Ils ont servi à rien. C'est pas eux qui nous ont aidés. C'est les médecins, c'est les caissières, c'est les gens qui s'assurent, les éboueurs, enfin voilà, les gens qui s'assuraient de faire continuer à tourner la société. Et l'artiste, lui, ce qu'il fait pas tourner la société. Il fait quelque chose, il crée, mais en fait, ça n'a pas d'utilité. Donc, et voilà, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été menées à ce sujet, mais ça serait intéressant de voir si effectivement, depuis... donc il y a eu un changement de regard, quoi. Tu te dis, est-ce qu'il y a eu un changement de regard par rapport à ça? Oui, je me pose la question. Ce qui est quand même tout à fait paradoxal, c'est que ça fait des siècles qu'on dit que les artistes servent à rien. Ça fait des siècles qu'il y a des artistes qui créent. Et c'est quand même la base de notre culture.
Donc il y a quand même une quantité de paradoxes autour du métier de l'artiste, dans la manière de le considérer, dans la manière de considérer le rapport qu'il peut avoir à l'argent, son utilité sensée ou inexistante dans la société. Enfin, moi, ça me fascine de voir ça. C'est-à-dire que on dépense de l'argent dans les musées, on continue à acquérir des œuvres, et de l'autre côté, on est en train de dire les artistes ils servent à rien, il faudrait qu'ils justifient leur présence sur Terre en étant utiles pour la société, en formant les jeunes, en réparant toutes les blessures de la société. En fin de compte, tu vois, il y a quand même un discours complètement schizophrène par rapport à tout ça. Ouais, quoi. ouais. C'est quand même très curieux. Et aussi, on continue à créer il y a des écoles de beaux-arts et de formation de jeunes artistes qui passaient encore jusqu'à une époque récente la professionnalisation complètement à la trappe, en fin de compte. Et donc, les jeunes sortaient de là en n'ayant aucune idée de comment je fais pour vendre mon travail, comment je fais pour vivre de mon travail. Et je trouve qu'autour de l'artiste, il n'y a que ce double discours-là, qui te dit une chose et son contraire. Alors, gagner de l'argent, ça te légitime, mais gagner de l'argent, tu vends ton âme au diable. Enfin, tu vois, c'est très curieux quand même. Ouais. Je pense, voilà, on en revient à une notion de base qui est que l'art n'a pas de fonction. Elle est utile pour ceux qui l'apprécient, mais ceux qui ne l'apprécient pas, pour eux, ça n'a aucune fonction. Ouais. Et c'est vrai qu'une œuvre d'art, tu prends une sculpture, la sculpture, tu la mets dans une pièce enfermée, il n'y a personne qui la voit, elle ne sert absolument à rien. Elle n'a même pas d'utilité, là, parce qu'il n'y a personne qui va la regarder. Alors que si quelqu'un l'apprécie et la regarde, elle n'a pas une fonction précise, mais elle va déclencher des émotions, quelque chose de positif chez la personne qui apprécie de la regarder. Donc c'est assez intéressant ça je pense que ça, c'est vraiment ce qui influence le regard sur l'artiste. C'est l'argent, on l'avait dit en premier, mais je pense aussi ces questions de est-ce que ça sert à quelque chose. Et aujourd'hui, dans la société, tout ce que l'on fait doit avoir un sens, doit avoir une utilité. Une fonction, comme tu disais, il faut que ça ait un effet, que ça produise quelque chose. Il faut que ça produise quelque chose, ouais. Exactement. Or, l'art, une fois que l'œuvre elle est créée, elle est là, quoi, c'est tout. Ouais. Elle n'est pas destinée à être le rouage d'un système, en fin de compte. Et ça, on est dans une société qui ne veut plus se prendre en compte l'être, en fait. L'être ne suffit pas, il faudrait faire tout le temps, il faudrait être dans le faire. Et tu vois bien tout le discours ambiant sur les journées, sur comment on devrait rentabiliser la moindre minute de nos journées. Enfin, tu vois, t'asseoir sur un banc pour regarder le paysage, c'est pas bien, parce que tu fais rien, quoi. Tu vois, tu perds ton temps. Ouais. Et pour ajouter là-dessus, ici en Bretagne, dans la région ici, dans le Finistère Sud, il y a énormément de personnes âgées. On a une population relativement âgée. Et donc, il y a beaucoup de ces personnes qui ont commencé à créer tard dans la vie, après avoir arrêté de travailler. Avant, ils faisaient un autre métier, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à créer. Et ce que j'ai remarqué, c'est du fait que ces personnes ne sont plus dans la vie active, déjà pas simplement ce fait-là, donc qu'elles ont un certain âge et qu'elles ne produisent plus, ne sont plus dans un métier, déjà on les considère moins. Ça, c'est le fléau de toutes les personnes âgées en France, en tous les cas. Mais après, en plus de ça, si ces personnes se mettent à créer, on ne prend pas au sérieux ce qu'elles font. Parce qu'on se dit, elles ont besoin de s'occuper, les pauvres, elles ont arrêté de travailler pour être en train de tricoter, mais non, elle a décidé de faire des aquarelles. Et puis voilà. Et donc, quand je le vois, je l'entends, parce que j'entends des personnes parler d'autres artistes qui ont déjà un certain âge, et je trouve que les gens ne sont pas sympas, quoi. Tu vois, c'est pas ils sont dans le jugement, tout de suite. Ils sont dans le jugement par rapport à l'âge. Donc l'âge aussi vient influencer le regard qu'on pose sur l'artiste. Tu vois, plus il est âgé, plus il a démarré tard dans la vie, plus c'est bon, il se fait plaisir, quoi. Tu vois, il y a pas, c'est pas pris au sérieux ce que la personne fait, alors que ça n'a rien à voir. Et même quand on est trop jeune, c'est pareil dans la société, c'est soit on est trop jeune, soit on est trop vieux. Quand on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience, il faut qu'on fasse nos preuves, il faut qu'on
Il faut qu'on en bave un peu quelques années avant qu'on puisse avoir un retour positif, mais c'est pas vrai. Un artiste peut être un très bel artiste, un très bon artiste déjà à un très jeune âge, tout comme une personne peut devenir un très bon artiste plus tard dans la vie. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer. Oui, et il y a plusieurs cercles, c'est-à-dire qu'il y a un effet au niveau national, au niveau de la société, au niveau de la politique, et puis quelquefois il y a un effet aussi au niveau purement personnel, c'est-à-dire que dans sa propre famille, dans son propre entourage, on n'est pas considéré non plus. On est regardé un peu comme le mouton noir, la gentille fantaisiste, enfin tu vois, celle qui est toujours un peu à côté de la plaque. Enfin tu vois, c'est très curieux. Moi j'ai eu une expérience récemment, puisque à la suite du décès de mon père, ma sœur et moi on est allés voir un notaire. Et ce notaire en fait n'a posé de questions quasiment, bon, à part les questions comment tu t'appelles, comment vous vous appelez, votre nom, votre date de naissance, mais si tu veux, sur la vie, il ne s'est intéressé qu'à ma sœur, parce que ma sœur, elle a un job bien comme il faut, voilà, et si tu veux, et j'ai vraiment remarqué que moi, j'étais quantité négligeable. À partir du moment où j'ai dit, c'est quoi votre métier, artiste peintre, c'était fini. Ah ouais, c'était fini. Ben oui, c'était fini. Tu n'existes plus, tu vois ? Ouais. Donc après, bon, je m'en fous, ce type-là, ça m'est complètement égal. Mais c'est pour montrer à quel point le regard que les gens portent sur toi quand tu dis que tu es artiste peut, être blessant. Voilà, parce que si j'étais pas armée comme je le suis aujourd'hui, peut-être que je l'aurais très mal pris, et puis ça m'aurait peut-être profondément vexée ou blessée, tu vois, j'en sais rien. Mais et à quel point si tu commences, si tu es dans une espèce de fragilité des débuts où tu doutes, tu n'es pas sûr de toi et tout ça, c'est des retours inconscients ou non dits, mais qui peuvent vraiment mettre un coup d'arrêt, quoi, qui peuvent vraiment te dégoûter. De faire ça, parce que tu te sens comme moins que rien en fin de compte. Tu vois, tu n'as pas d'existence. C'est un peu la même chose quand j'étais plus jeune et que je disais que je travaillais pas, que je m'occupais de mes enfants pendant un moment. Et ben c'est pareil, je n'existais plus. Et ça, donc j'ai eu le temps de m'y habituer à ce regard-là. Mais enfin, je veux dire, c'est complètement con. C'est terrible et c'est complètement stupide. Parce que c'est pas parce que tu restes chez toi, que t'as pas un travail. Tu vois, moi j'ai toujours considéré que j'avais beaucoup de temps. Ça m'a permis de lire énormément, d'aller au cinéma, de me cultiver, d'apprendre à jouer d'un instrument, faire énormément de choses. Et ma sœur, à part son boulot, pour revenir à elle, pas pour la critiquer, mais à part son boulot, il y a rien. Elle a le temps de rien. Bien sûr. Donc, si on nous met en rapport, tu vois ce que je veux dire ? Elle n'a même pas le temps, si tu veux, de penser à elle, à son propre développement personnel, à tout ça. Donc, il y a cette espèce... Mais elle est prise au sérieux. Elle est prise au sérieux parce qu'elle est directrice de machin, et c'est fou, quoi. Ouais. Et on est vraiment dans une société qui s'attache encore complètement à tout ça, sans jamais interroger le fondé de toutes ces croyances, en fin de compte. Ouais. Récemment, je parlais avec le président d'une association qui veut créer un salon d'art digne de ce nom ici dans la région. Et il disait, il y en a un peu marre de tout le temps tomber sur les mêmes artistes localement. Tu vas dans les galeries connues ou les salons, et voilà, et tu tombes toujours sur les mêmes noms. Et il est temps que maintenant il y ait d'autres artistes venant d'ailleurs en France ou même internationaux qui viennent ici et ils exposent autre chose. Il faut que les gens soient exposés à autre chose. Et au départ, je me suis dit, il a peut-être raison. Et puis après, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, mais non. Je dis, en fait, j'ai trouvé que sa remarque était très représentative de ce manque de solidarité, de communautarisme qu'il y a en France. Tu vois, c'est en France, en fait, on ne soigne pas la communauté. Non, on ne soutient pas ce qui se passe dans notre ville. Et surtout, les élus ne le font pas. Mais après, même ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, qu'ils soient élus ou pas, il faut toujours qu'ils aillent chercher un artiste ailleurs. Il faut toujours qu'ils brille, tout ce qui brille, en fait. Voilà, tout ce qui brille ailleurs. Et localement, on ne regarde même pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, on retrouve toujours les mêmes noms qui exposent ici dans la région,
parce qu'ils n'ont nulle part où aller, et en plus parce que la plupart, c'est des personnes qui ont déjà un certain âge. En plus, oui. Et puis il faut bien voir que si tu veux aller exposer à Perpète, où que ce soit, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles en voiture, il faut que tu emmènes tes œuvres, donc ça te coûte déjà du transport, ça te coûte un hébergement si tu dois assurer les permanences et les choses comme ça. Et tout ça sans avoir aucune garantie que tu vas gagner quoi que ce soit. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Tu demandes à un salarié d'aller en déplacement à l'autre bout de la France gratuitement, de payer avec sa voiture, de payer son hébergement et de se démerder, il ne va pas le faire. Exactement. Alors, tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça, et je pense que la solution à ça, c'est vraiment que les artistes se professionnalisent et expliquent ce qu'est leur quotidien, comment ils travaillent, comment ça se passe vraiment, quelles sont les conditions. Je veux dire, tu vas exposer dans un salon, là, tu payes. Oui, tu dois toujours payer pour exposer. Enfin, c'est rare que tu n'aies pas à payer. Et tu n'as jamais de garantie de quoi que ce soit. Tu n'as jamais de garantie, et c'est un peu la course à qui va séduire le salon pour pouvoir exposer. C'est-à-dire que les salons souvent ne sont pas dans une démarche de vendre l'image de leur salon et de dire on va essayer d'attirer un maximum d'artistes de qualité, et on veut que les artistes nous contactent, mais plutôt venez à nous, et puis si on s'intéresse à ce que vous faites, si ce que vous faites est suffisamment bien, peut-être qu'on vous autorisera à exposer, mais il y aura un coût à payer. Et cette attitude-là, elle est insupportable. C'est vraiment insupportable. Le pouvoir de décision et de choisir qui peut venir, qui peut entrer dans la cour et qui doit rester à l'extérieur, en fait. Et ça, je pense que comme tu disais, y a des artistes qui, quelquefois, ne donnent pas forcément une bonne image d'eux-mêmes, mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on insiste avec les moyens de communication qui sont maintenant à notre disposition pour expliquer ce que ça veut dire être artiste aujourd'hui, comment on travaille, le temps qu'on y passe, l'énergie qu'on y met, la foi qu'il faut avoir pour mener à bien ça et essayer d'en vivre, parce qu'on n'a jamais aucune garantie, on n'a pas de filet, on ne va pas avoir de subvention, de rémunération, de quoi que ce soit. Si on se plante, si on a travaillé 10 ans et que ça ne décolle pas, eh ben, c'est pour notre pomme. Voilà, et je pense que si les gens réfléchissaient, les gens qui ont comment dire, une conception un peu dépassée de l'artiste, s'ils se demandaient 5 minutes si eux, dans leur situation, ils feraient la même chose, s'ils seraient capables du même dévouement à leur activité, je pense que très vite ils se rendraient compte que non. Non. Mais le problème, c'est que tant que tu ne l'as pas essayé, tant que tu ne l'as pas fait, tu as du mal à comprendre ce que c'est d'être artiste. Bon, il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre non plus, hein, ça c'est sûr. Oui, mais je veux dire, tu vois, cette histoire, par exemple, de oui, il faut aller bosser, quoi. Tu vas dans ton atelier, puis tu bosses, et puis tu produis des œuvres. Et effectivement, il y a des artistes qui sont très prolifiques, ils arrivent à produire, je sais pas moi, 10 peintures par semaine, moi je sais pas. Mais il y en a certains, ils n'y arrivent pas. Maximum 1 par mois, ils arrivent à sortir une chose par mois. Et ça ne juge en rien la qualité de leur travail, c'est juste leur capacité à être inspirés et puis matérialiser. Et puis après, c'est aussi leur exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, pas vis-à-vis de ce qu'ils produisent. Et ça, je pense, tout cet aspect-là, et tous ces sujets dont on parle dans ce podcast, ce sont des sujets que je pense ne sont pas connus, ne sont pas compris par le grand public. Et donc d'où vient l'incompréhension de ce que c'est d'être un artiste. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à une période récente, l'artiste, il était surtout visible par les œuvres qu'il créait. Aujourd'hui, on a des moyens de communication qui permettent de montrer un peu l'envers du décor. Alors, il ne s'agit pas de tout montrer, il ne s'agit pas non plus de tout dévoiler. Enfin, je pense qu'il faut garder aussi une part de mystère, mais ça peut permettre justement d'expliquer ce que ça veut dire d'être artiste, que personne ne nous dise ce qu'on a à faire, que c'est à nous de trouver notre sujet de travail, c'est à nous de nous y mettre, de chercher à le vendre, de communiquer là-dessus, sans jamais avoir de garantie, sans jamais savoir si la toile va se vendre dans le mois qui suit ou dans les 3 ans qui suivent. Ça demande d'avoir de l'espace, ça demande d'investir dans du matériel, de se former en permanence. C'est
très, très exigeant. C'est très exigeant. Et si on n'était pas passionné par ce qu'on fait, je pense qu'on rendrait notre tablier très vite, en fin de compte. C'est vraiment parce que ça fait partie de nous, que c'est dans notre ADN et que c'est hyper important pour nous, pour notre vie, pour donner du sens à notre vie qu'on le fait. Mais si on s'en tenait à des critères rationnels de rentabilité, de profit, de tout ça, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'artistes en fin de compte. Parce que les musiciens, c'est pareil, les auteurs, c'est pareil. Enfin, alors au bout d'un moment, quand tu es rentré un peu dans le cycle, tu peux avoir une résidence d'artiste, tu peux avoir, quand tu es écrivain, une bourse, tu peux avoir ce genre de choses. Mais il faut déjà avoir passé les filtres en fin de compte. Absolument. Il faut déjà avoir été publié, exposé, tout ça. Donc, il peut y avoir une période qui est quand même très difficile. Et puis après, il faut avoir envie de rentrer dans ce système-là aussi. Parce que quand tu rentres là-dedans, il faut justifier. Il faut que tu fasses des dossiers. Il faut que tu montres patte blanche en fin de compte. Ouais. Et tu n'as pas forcément envie. Non. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais. Si tu veux, c'est un peu comme dans les associations qui veulent avoir des subventions. Maintenant, les associations, il faut qu'elles remplissent des dossiers, mais qui font 70 pages. Je veux dire, c'est quasi... Il faut que les gens ils travaillent à mi-temps dans l'association pour remplir ces trucs-là et pour essayer d'obtenir un peu de financement et justifier ça. T'as pas forcément envie d'en arriver là, quoi. T'as pas forcément... Donc, il faudrait qu'il y ait un système qui puisse permettre aux artistes de vivre de leur art sans avoir soit à faire des contorsions administratives sans fin, sans avoir non plus à vendre leur âme à des entreprises qui vont utiliser leur art pour faire, je sais pas quoi, des étiquettes, j'en sais rien, n'importe quoi. Tu vois, il y a quand même un juste milieu à trouver entre tout ça, quoi. Ouais. Mais je me posais la question, en fait, peut-être toi tu sais, mais quand tu es artiste et puis que tout d'un coup, pour des raisons différentes, pas liées à la maladie, mais pour quelle que soit la raison, tu n'as plus d'argent qui rentre, est-ce que tu peux avoir des aides de l'État ? Alors, je sais que tu peux avoir peut-être une prime d'activité. Peut-être, oui. Je sais pas. Ouais. Mais tu vois, ça devient vite difficile. Ouais. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu n'as pas un salaire minimum garanti, enfin, ou un revenu minimum garanti. Donc, il n'y a pas de SMIC en tant qu'artiste. Et puis, du coup, du fait que, de ce fait, tu n'as pas non plus d'aide si tu te retrouves financièrement dans des situations très compliquées. Et ça arrive. Il y a des artistes qui ont un cancer, qui ont ci, qui ont ça, et c'est très difficile. Ouais. Et tu vois, on parle beaucoup de revenus universels. Alors, je pense qu'il y a une catégorie de population pour qui ça pourrait être bien, c'est les artistes, justement. C'est-à-dire d'avoir un revenu qui tombe, qui leur permet une certaine marge de manœuvre au niveau de la création, sans avoir une contrepartie non plus, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le truc, tu dois tant, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme le RSA, tu veux dire, le RSA, maintenant ils ont ajouté plein de contraintes, donc si tu veux continuer à toucher le RSA, tu dois faire X nombre d'heures de je sais pas quoi. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu ne mets pas de contraintes ou de contrepartie, tu n'imposes pas une contrepartie, tu vas avoir des gens qui abusent du système. Oui, mais après ça peut être pour une durée limitée, tu vois, en Irlande ils ont fait ça, ils ont fait une espèce de bourse pour les artistes, justement ça dure 3 ans. Et 3 ans, ça te permet, si tu commences, d'avoir suffisamment de mou pour décoller en fin de compte, pour commencer à prendre de bonnes habitudes, pour pouvoir investir dans du matériel, pour commencer à exposer dans différents endroits, sans avoir à te soucier de te dire « Oh là là, à la fin du mois, comment je vais faire ?» quoi. Tu vois, ça te donne... Et je pense que quelque chose qui serait de cet ordre-là, mais pour une durée limitée, il ne s'agit pas de financer les gens... Et je pense que si tu donnes aux gens pendant 2 ans, 3 ans, ça te donne suffisamment de répit financier pour commencer à mettre en place ton existence d'artiste professionnel. Enfin. Oui, moi je suis totalement pour. Mais j'entends déjà les arguments qui diraient oui, mais alors à ce moment-là, il faut faire la même chose pour les auto-entrepreneurs qui envisagent de démarrer quelle que soit entreprise, tu vois. Mais il y a déjà, pour les auto-entrepreneurs, il y a déjà des aides ou des déductions, des choses comme ça, tu vois, des taxes qui ne sont pas à payer. C'était comme ça il y a un petit moment, mais ça mériterait quand même que collectivement, il y ait une réflexion là-dessus, parce que, comme disait ce rapport, c'est vraiment l'angle mort, les artistes au niveau des arts visuels, c'est vraiment les parents pauvres de tout ça, quoi. Donc
je pense que quand même, ça mériterait, ne serait-ce que, peut-être pas pour nous, parce que nous, peut-être qu'on peut trouver d'autres moyens de subsistance et tout ça, mais au moins pour les jeunes qui démarrent, tu vois, on pourrait aussi envisager ça, j'en sais rien. Mais l'Irlande a réussi à le faire, donc pourquoi la France ne réussirait pas ? Bonne question. Alors Sabina, que s'est-il passé dans ta vie ces 3 dernières semaines ? Ma vie passionnante d'artiste. Eh bien, le mois de janvier n'est pas mon mois préféré. Tiens, comme c'est curieux. Ouais, vraiment, j'ai tous les ans, j'ai du mal. J'ai du mal avec le mois de janvier. Les journées, certes, sont plus longues, mais le froid, le vent, la fatigue des fêtes, peut-être, je sais pas. Le manque de lumière aussi. Oui, je pense que c'est un peu difficile. Néanmoins, j'ai fait pas mal de choses. Donc, je continue mes cours d'espagnol. Donc, je tiens à faire un petit coucou à Yasmine qui nous a envoyé un message. C'est vrai, oui, très gentil. Oui, tout à fait. Hola Yasmine, ¿qué tal? Qui vit à Barcelone. Qui vivait en France avant. Donc, voilà. Et oui, donc je continue mes cours d'espagnol. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, je suis en train de planifier mon voyage en Espagne pour le mois de mai. Donc je lis différentes choses sur ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. J'ai pas encore préparé mon itinéraire, mais là ça va se confirmer, concrétiser les prochains jours. Ensuite, je fais partie d'une association qui organise un salon d'art tous les ans. Et je viens de rejoindre le bureau de cette association. C'était en fait en fin de l'année dernière. J'avais vraiment envie de m'investir dans cette association parce que je trouve que ce qu'ils font est beau. Leur démarche me plaît énormément. Et donc, j'ai été nommée dans le pôle communication. Waouh, comme c'est étonnant. Et donc, j'ai proposé de faire une refonte complète de leur site internet et de refaire leur site internet. Donc, je suis très prise avec ça. Je pense que tu sais ce que c'est de faire un site internet. Oui. Alors déjà, quand c'est pour toi, c'est compliqué, mais au moins, voilà, tu as un peu plus de marge et puis, bon, tu peux pinailler un peu moins. Par contre, quand c'est pour les autres, en fait, je dois tenir compte de la vie de plusieurs personnes qui ne vont pas toujours dans le même sens. Donc... Ce serait trop facile. Donc, je bataille pas mal avec ça en ce moment, mais ça me plaît, ça me sort un peu de mon travail habituel, mais ça fait quand même appel à ma créativité. Donc, c'est une autre manière d'être créatif et justement de faire quelque chose d'utile pour une fois. Là, on ne pourra pas dire. Hein. Et puis, voilà, alors la troisième chose que je suis en train de faire, c'est de me préparer pour mes expos à venir. Qui arrivent bientôt, là. Qui arrivent bientôt. Donc, quand j'y pense, j'ai un petit stress, je ressens un petit stress au niveau physique, et donc et ça c'est parce que je sais que je suis pas prête. Donc je dois terminer des peintures, je dois les préparer, les signer, les emballer, faire toutes les finitions, tout ça. Ouais. Donc j'ai encore pas mal de boulot, mais bon, j'ai commencé, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc est-ce que tu rentres dans l'atelier le matin, le cœur léger et la chanson aux lèvres? Non, pas en ce moment, non. Pas, le mois de janvier, c'est compliqué. J'ai réussi à peindre, j'ai réussi à finir même une peinture avec laquelle j'avais bataillé pendant pas mal de semaines. Et au final, je suis satisfaite du résultat. Mais honnêtement, ça va pas aussi vite que tu voudrais. Ouais, et puis le reste de l'année, je sais qu'au printemps, je vais être beaucoup plus productive. Voilà, là, c'est vraiment pas le moment. C'est pas la bonne saison. Hein. Non, et de se forcer, je trouve que ça marche pas, quoi. C'est juste, ça fait augmenter le niveau de frustration, donc c'est pas la peine. Bon, et toi alors, comment tu as passé ce mois de janvier? Écoute, moi, déjà je suis contente parce que j'ai retrouvé un peu le chemin de mon atelier. J'ai décidé de me focaliser sur la série que j'avais commencée sur les maisons là, et de vraiment creuser ce sujet-là, parce que c'est très riche, il y a énormément de choses. J'ai quelques idées de la manière dont j'ai envie de traiter le sujet, et j'aimerais bien pouvoir faire à la fois
au niveau peinture, au niveau création plastique, mais aussi écrire des textes, écrire des choses. J'avais commencé déjà à écrire un certain nombre de choses que j'ai pas relues. J'ai une 50aine de pages manuscrites que j'ai toujours pas relues. Donc il faudrait que je mette mon nez là-dedans. Voilà. Et l'idée, donc, c'est vraiment de creuser ça. Je viens de me rappeler que j'avais dans ma bibliothèque un livre sur le paysan breton et sa maison. Et donc je suis allée le chercher tout à l'heure, de regarder un peu tout ça, et c'est passionnant en fait, c'est vraiment très très intéressant. Et donc l'idée ce serait de me focaliser un peu sur la forme de la maison bretonne, tu vois, qui a une forme particulière. Voilà, c'est l'idée de départ. On verra dans 3 mois où j'en suis, hein. Ça va peut-être pas. Donc là j'ai toujours des toiles qui soit me plaisent pas, donc je les ai reprises, je les ai retravaillées, puis j'ai commencé à mettre en application mes idées, donc ça me fait plaisir, tu vois, de retrouver à la fois un sujet que je vais pouvoir creuser de manière approfondie, et puis de me remettre à travailler sur des toiles, parce que j'ai peint beaucoup, mais ça partait un peu dans toutes les directions, c'était pas... Je cherchais. Et ouais, c'est bien des fois de se fixer un objectif un peu plus précis pour canaliser un peu l'énergie, la créativité dans un... Exactement, ouais. J'ai eu une période où vraiment il a fallu que je cherche, que je tâtonne et tout, et voilà. Et cette idée, elle est née un peu presque par hasard, mais je pense que ça mûrissait depuis un certain temps. Donc moi, pour le coup, ça me met vraiment en joie de retrouver l'atelier de cette façon-là, quoi, tu vois. Oui. Même si j'ai toujours plaisir à peindre, mais là, j'ai vraiment un but, je vais dans une direction... Enfin, j'ai pas un but, j'ai une direction, j'ai un sens, et ça me... Et du coup, je vais me laisser le temps d'explorer, tu vois, j'ai fait des petits croquis, j'ai commencé à faire des peintures, enfin voilà, j'ai une espèce de bouillonnement créatif autour de cette idée-là, et ça fait vraiment plaisir. Et puis donc, j'avais fait aussi un atelier la semaine dernière qui s'appelait Destination Création pour inciter des personnes à rejoindre mon groupe Les Âmes Créatives. Donc, c'est toujours en cours. Les inscriptions, à l'heure où on enregistre, se termineront le vendredi où ce podcast va sortir. Donc, on peut s'inscrire jusqu'à la fin de la journée du 31. Et donc, j'ai quelques personnes qui se sont inscrites. Je pense que c'est en cours. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Parce qu'en fait, on remarque, quand on fait ça, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent au début et puis à la fin. Et au milieu, il y a toujours un temps un peu creux. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, de voir ça. Donc, je vais voir. Et puis après, dans le groupe, on continue à travailler. Et donc, hier soir, j'ai fait une réunion, notre réunion mensuelle habituelle. Et j'ai proposé donc aux participants, à certaines qui voulaient bien le faire, de m'envoyer des peintures dont elles n'étaient pas satisfaites. Et donc, en direct, je leur ai montré et on a réfléchi ensemble à comment améliorer ces peintures. Ça, c'est un très bon exercice. Ah oui, c'est excellent. Et j'ai vraiment eu le sentiment que ça les aidait. Elles étaient enchantées, elles étaient ravies. Et elles ont pu voir, comme je faisais ça sur mon iPad en même temps, elles ont pu voir comment concrètement. Et je pense que ça va débloquer des choses. Il y en a certaines qui vont dire « Ah, ça me donne des idées, des pistes, je vois comment je vais pouvoir améliorer mes dessins et tout ça. » Parce que des fois, on bloque sur des choses. Oui. Et le fait d'avoir ce regard collectif et puis d'avoir quelqu'un qui te guide pour améliorer les choses, c'est vraiment utile, quoi. Ça peut débloquer, tu sais, comme en maths, des fois, en cours de maths, tu as une notion que tu n'as pas comprise, et puis quelqu'un te l'explique autrement, et paf, ça débloque. Absolument. Et après, tu peux continuer à avancer. Donc, voilà. Et voilà pour le moment. C'est ce qui remplit un peu mes journées. J'ai commencé aussi un roman de Barbara Kingsolver qui s'appelle Un été prodigue, et je me régale avec cette lecture. Et de cette autrice, je n'avais lu que L'Arbre aux haricots avant. Et là, je pense que je vais rentrer dans un cycle Barbara Kingsolver. Je vais lire d'autres... Faut que tu me les passes. Ouais, avec plaisir. Je vais lire d'autres de ses romans. C'est vraiment très, très intéressant. Et c'est une personne, justement, c'est une autrice américaine, mais elle a beaucoup vécu en Europe. Elle a appris à parler français, elle a appris à parler espagnol, grec peut-être aussi. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de très cultivé, très intéressant et qui écrit vraiment bien. Et ses personnages sont très travaillés, très profonds. Et il y a un message derrière, pour le coup, là, dans celui-là, plutôt écologique, avec quasiment 20 ans d'avance, quoi. C'est étonnant. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, je me régale avec ça le soir quand je vais dans mon lit, parce que je ne peux pas m'endormir si je ne lis pas. Pareil. Et je me réjouis, je me dis, ah, chouette, je vais continuer l'histoire, quoi. C'est vraiment très plaisant. Parfait. Alors, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Normalement, oui. Je pense. On va vérifier ça sur nos agendas. Ouais, on avait pris une petite semaine de retard, là. Oui, parce
parce que la semaine dernière, je me sentais pas d'enregistrer, d'être présente pour l'atelier qui avait lieu le mardi et le mercredi soir. Et je pense que j'ai bien fait de pas enregistrer avec toi parce que j'avais très très mal dormi et j'étais assez fatiguée. Et le matin même, je me suis dit, comment je vais faire ce soir pour être en forme. Mais en fait, une fois que je suis lancée, c'est bon. Comme avec le podcast. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, merci Sabina. Merci à toi Gwenaëlle. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer un message de la manière qui vous est expliquée en début d'épisode. Parce que du coup, voilà, nous, ça permet aussi de prendre un peu la température, de savoir si les sujets qu'on traite vous intéressent, si vous avez des réactions et des suggestions. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.